Bonjour, donc je m'appelle Jean-David Vertel, je suis interne en orthopédie. On va faire la conf d'orthopédie de D4. L'orthopédie à l'internat, c'est extrêmement facile parce que c'est une spécialité chirurgicale, il n'y a aucun traitement chirurgical à connaître. Vous allez voir que c'est un ensemble de mots-clés, c'est toujours les mêmes, il faut les connaître. On vous demande d'avoir le niveau d'un super urgentiste et pas du tout d'un orthopédiste spécialiste. Au sein des services, ils ne sont pas d'accord sur les traitements, donc ça ne va pas du tout être votre problème. Vous, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est comment prendre en charge une fracture, un traumatisme rapidement, sans faire de bêtises, sans tuer les patients. Donc on va voir comment ça se passe. Alors, dossier 1, voilà. Donc, à chaque fois en orthopédie, il faudra vous méfier du terrain parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir vous piéger, vu que c'est une spécialité qui est facile à l'internat, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, faites attention, le sujet âgé, pensez à la chute, à l'Alzheimer, à l'ostéoporose, pensez à sa fonction rénale avec les HBPM, pensez après à l'isolement social, aux facteurs de risque de chute, etc. Chez la femme jeune, n'oubliez pas qu'elle est potentiellement enceinte, pensez au bêta-HCG. Chez l'homme en âge de travailler, n'oubliez pas l'accident de travail, l'arrêt de travail. Chez l'enfant, l'autorisation parentale, le carnet de santé. Toutes ces choses-là, c'est les choses auxquelles vous devez vraiment penser en D4 parce que c'est des points facilement gagnés et facilement perdus. Donc là, on accueille aux urgences Monsieur D. Donc c'est un homme qui a 42 ans. 42 ans, donc il faudra penser à l'accident de travail, il faudra penser à sa profession, à son activité sportive, à toutes ces choses-là, à sa main dominante, parce que c'est quelqu'un qui est en âge de travailler et en âge de se servir de ses membres. Donc tout ça, c'est des choses qui nous intéressent en orthopédie. Donc il est victime d'un AVP en scooter alors qu'il se rendait sur son lieu de travail. Donc il se rend sur son lieu de travail, voilà, on va le souligner, sur son lieu de travail. Il est en train de s'y rendre, c'est un accident de travail, un accident de trajet, c'est un accident de travail. Il est conscient, orienté, donc a priori il n'y aura pas de problème au niveau cérébral. Il se plaint de douleurs dans tout le corps, prédominant au niveau de la hanche droite et de l'épaule gauche. À l'examen, vous constatez effectivement une luxation de l'épaule gauche et une déformation du membre inférieur droit. Donc on vous confirme que le dossier va s'occuper principalement de l'épaule gauche et de la hanche droite. Ok, donc première question. Hop, voilà. Première question, comment confirmez-vous le diagnostic de luxation antérieure de l'épaule gauche? Donc, pour confirmer un diagnostic, c'est toujours pareil, c'est clinique, paraclinique. Clinique, il y a l'interrogatoire. Donc l'interrogatoire, ce sera, vous rechercherez les signes fonctionnels, c'est-à-dire une impotence fonctionnelle douloureuse. Préférez le terme impotence fonctionnelle douloureuse à impotence fonctionnelle totale, comme il y a souvent dans les livres. Comme ça, vous avez la notion de douleur, vous n'avez pas besoin d'en reparler. À chaque fois, tous ces traumatisés vont se présenter avec l'attitude des traumatisés du membre, soit membre inférieur, soit membre supérieur. Ici, c'est une épaule, donc traumatisé du membre supérieur. Et ensuite, les signes cliniques, c'est une question de cours, donc vous récitez, vous ne vous posez pas de questions. Le coup de hache externe, le signe de l'épaulette avec la saillie de l'acromion, vu que la tête est partie en avant, et elle est partie en avant, donc elle va combler le sillon deltopectoral, pile à ce niveau-là, et vous allez pouvoir palper la tête sous l'apophyse coracoïde. Paraclinique en orthopédie, c'est toujours la même chose, c'est une radio, donc une radio de l'épaule gauche, face plus profil, n'oubliez pas les deux incidences. Qu'est-ce que vous allez voir? D'une part, la glène qui va être vide, donc vacuité de la glène. Et pourquoi elle va être vide? Parce que la tête est partie en bas et en dedans. Donc vous allez voir cette projection de la tête en bas et en dedans. Voilà. Donc question 2, les radios confirment la luxation antéro-inférieure de l'épaule gauche sans fracture. Pourquoi on vous précise sans fracture? Parce que vous n'allez pas avoir le droit de réduire si jamais il y a une fracture. Donc détaillez votre prise en charge en urgence de cette lésion. Donc c'est une question qui est sur beaucoup de points et vous allez voir que c'est très facile. Donc d'abord, à chaque fois que vous avez une luxation, vous ne posez pas de questions, il faut rechercher les complications, d'accord? Une luxation, ça peut mettre en souffrance la peau, ça peut mettre en souffrance les nerfs et les vaisseaux, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes complications en orthopédie, peau, pouls, nerfs. Donc vous allez rechercher ces complications-là. D'une part, les complications nerveuses, donc les deux territoires qui sont touchés, c'est circonflexe et axillaire. Donc vous allez rechercher une hypoesthésie au niveau du moignon de l'épaule, c'est-à-dire la pointe du V deltoïdien, donc le deltoïde se termine là et c'est là que vous allez avoir l'hypoesthésie et il faut aussi contrôler le contrôle moteur, donc la contractilité du deltoïde. S'il ne peut pas lever le bras, vous lui demandez de contracter le bras, c'est pareil. Et ça peut aussi entraîner des étirements du plexus brachial. Donc ça c'est pour les complications nerveuses. Les complications cutanées sont toujours les mêmes, c'est des signes de souffrance cutanée. Les signes de souffrance cutanée, ça va se manifester comment? Par des flictènes. À l'extrême, ça peut entraîner une ouverture cutanée, mais là on n'en est pas là, avec une luxation c'est pas possible. Vous allez avoir éventuellement des flictènes. Et enfin vasculaire, donc c'est toujours pareil, vous allez palper les poux périphériques, donc les poux d'aval, et rechercher des signes d'ischémie, donc dans le bras, c'est-à-dire le territoire d'aval. Voilà, donc ça c'est pour les complications. Ensuite, la personne a mal, elle est luxée, donc le premier réflexe, c'est de lui donner des antalgiques.
Ensuite, vous allez réduire. Donc comment on réduit? C'est toujours pareil. Quand on n'ouvre pas, c'est par manœuvre externe, ok, vous ne posez pas de questions. La réduction, elle ne se fera pas comme ça à vif, elle se fera sous analgésie. L'analgésie, c'est soit du méopa, soit une anesthésie générale. C'est pas à vous de décider, ça dépend des conditions, ça dépend d'où ça se fait exactement. Et ensuite, c'est exactement toujours le même traitement en orthopédie. Une fois qu'on a réduit, si on laisse, ça va rebouger. Donc il faut faire d'une part une contention et une immobilisation. La contention et l'immobilisation, elle sera faite par le même dispositif qui sera une attelle. Donc en l'occurrence pour les luxations d'épaule, c'est une écharpe contre écharpe pendant 3 semaines. À chaque fois que vous réduisez, vous faites l'examen clinique avant, mais vous faites aussi l'examen clinique après. Éventuellement, consignez-le dans le dossier. Donc l'examen clinique après sera l'examen neurovasculaire post-réduction à la recherche de déficit post-réduction. Parce que s'il y a un déficit après la réduction et que vous ne l'avez pas recherché avant, vous passerez pour un idiot. Ensuite, le contrôle radio. Voilà, donc quand on opère une fracture au bloc opératoire, on fait des contrôles scopiques. Là, on n'est pas au bloc opératoire, donc faites un contrôle par une radio, d'accord? Vous avez l'impression que c'est réduit, mais tant que vous n'avez pas fait la radio, vous ne pouvez pas le confirmer. Donc faites une radio systématiquement. Et ensuite, c'est toujours les mêmes mesures. On termine par la rééducation, parce qu'on va l'immobiliser pendant 3 semaines dans une écharpe, parce qu'il faut éviter de nouveaux épisodes de luxation. Et ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un accident de trajet, donc accident de travail. N'oubliez pas l'accident de travail et précisez éventuellement arrêt de travail. Donc, question 3, devant la déformation du membre inférieur droit, vous prescrivez une radio. Donc là, on ne s'occupe plus de l'épaule c'est réglé. Maintenant, on s'occupe de la hanche. Donc vous avez une radio ici. Comment on décrit une radio? C'est toujours pareil, vous ne vous posez pas de questions. Donc d'abord, vous allez décrire quel type d'imagerie c'est. Voilà, donc c'est une radio standard de hanche droite de face. Ensuite, vous allez décrire la fracture. Donc c'est une fracture de l'extrémité supérieure du fémur droit. Ok, pensez à mettre les items d'internat. L'extrémité supérieure du fémur droit, c'est un item d'internat, donc mettez-le. Ensuite, vous savez qu'il y a 2 types de fractures de l'extrémité supérieure du fémur. D'une part, les fractures du massif trochanterien, ce n'est pas du tout le cas ici. Et ensuite, les fractures cervicales. Donc c'est une fracture cervicale vraie, mettez-le. Voilà. Ensuite, les fractures cervicales, vous connaissez la classification la plus importante, c'est la classification de Garden. Donc pour distinguer les différents Garden, 1, 2, 3, 4, on regarde d'une part l'orientation des travées osseuses et la continuité des travées osseuses. Okay, s'il y a une perte de continuité des travées osseuses, on est d'emblée dans la Garden 4. En revanche, si on est en continuité, si les travées osseuses sont en continuité, il faudra regarder l'axe de ces travées osseuses. S'il y a une verticalisation des travées, ce sera une Garden 1. Une horizontalisation des travées, c'est une Garden 3, un coxa vara. Et en revanche, s'il n'y a pas de déplacement, si les travées restent dans le même axe, à ce moment-là, c'est une Garden 2, une fracture non déplacée. Ici, il y a évidemment une perte de continuité des travées osseuses, donc il s'agit d'une Garden 4. D'accord, la classification de Garden, c'est une classification pronostique. Pronostic de quoi? Pronostic du risque d'ostéonécrose aseptique lié à une lésion de l'artère circonflexe postérieure. Plus on monte dans la classification de Garden, plus le risque est important. À chaque fois que vous décrivez une radio, concluez. N'oubliez pas de préciser que c'est une Garden 4, hein, vous l'avez brillamment diagnostiqué. Et ensuite, à chaque fois que vous décrivez une radio, terminez par l'os sous-jacent. Donc trame osseuse normale, il y a peu de chances pour que ça rapporte un point un jour. En revanche, si vous pensez à toujours regarder l'os sous-jacent, vous verrez quand c'est un os porotique et vous mettrez déminéralisation osseuse diffuse. Et vous verrez quand c'est un os pathologique et vous parlerez de la fracture pathologique s'il y a une tumeur sous-jacente. Donc n'oubliez pas d'en parler à chaque fois. Voilà. Donc maintenant, détaillez votre prise en charge sur le plan thérapeutique pour cette fracture. Donc ça, c'est une question typique en orthopédie. Alors, comment ça se passe? On hospitalise d'abord le patient en orthopédie. À chaque fois que vous hospitalisez quelqu'un en orthopédie, il faut que ce soit suivi de 3 lignes. D'accord? La première, c'est la mise à jeun. Ok? Parce que c'est essentiel, vous le mettez à jeun, c'est la première chose que vous allez faire en tant qu'interne d'orthopédie. Vous allez lui dire maintenant, monsieur, vous ne mangez plus parce qu'on va vous opérer bientôt. Ensuite, vous appelez l'anesthésiste, d'accord? Ça, c'est les 2 choses auxquelles il faut penser. Et enfin, la 3e, c'est les mesures antalgiques. D'accord, la pose d'une voie veineuse, ça ne rapportera jamais énormément de points, sauf dans un dossier de brûlé où il faudra penser à préciser qu'on pose la voie veineuse en pose saine. Mais là, les 3 choses qu'il faut mettre systématiquement après l'hospitalisation en urgence en orthopédie, c'est la mise à jeun, l'appel de l'anesthésiste et enfin les mesures antalgiques.
Les mesures antalgiques, pourquoi on ne met pas simplement antalgiques? Parce que les mesures antalgiques, elles peuvent être soit médicamenteuses, soit non médicamenteuses. Donc mettez les deux. Les mesures médicamenteuses, vous les connaissez tous. C'est les antalgiques de palier 3 en général, intraveineux, adaptés à l'EVA, tout ça vous connaissez. Et ensuite, les mesures non médicamenteuses, c'est l'immobilisation du foyer de fracture. Immobilisation antalgique. C'est pas vraiment à vous de décider comment on immobilise, est-ce que c'est par une attelle, est-ce que c'est par une mise en traction, mais précisez que vous immobilisez le foyer de fracture parce que vous aurez beau mettre tous les morphiniques de la terre, si jamais le foyer de fracture bouge, la personne aura mal. Donc on continue cette question. Ensuite on passe au traitement. Donc le traitement d'une fracture, c'est toujours la même chose. Précisez s'il est fonctionnel, orthopédique ou chirurgical. Ici, il est évidemment chirurgical, c'est une Garden 4. Ensuite, dans le traitement des fractures au niveau des articulations, comme ici la hanche, précisez s'il s'agit d'un traitement conservateur ou non conservateur. Ici, c'est un traitement conservateur parce que c'est un sujet jeune. D'accord ? On va revoir à la fin comment on traite les fractures de Garden, enfin les fractures cervicales, même pas les fractures de l'extrémité supérieure du fémur. Mais ici, c'est un sujet jeune. Donc, malgré le risque d'ostéonécrose aseptique, on va faire un traitement conservateur parce qu'on n'a pas envie de lui poser une prothèse pour ne pas avoir à le réopérer 15 ans plus tard. Voilà. Donc, étant donné que c'est une Garden 4 et qu'il y a quand même un risque d'ostéonécrose aseptique et qu'on fait un traitement conservateur, il s'agit d'une urgence. Donc, si c'est une urgence, précisez-le, ça peut être très important. Ici, c'est un PMZ, d'accord ? Et c'est une urgence dans les 6 heures, puisque le risque d'ostéonécrose est très élevé après 6 heures. Où est-ce qu'on opère le patient? Toujours au même endroit, au bloc opératoire, sous asepsie et anesthésie. Ok, c'est pas à vous de décider si c'est une anesthésie générale, une anesthésie loco-régionale. Précisez que c'est une anesthésie et mettez-le systématiquement dans le même ordre. Comme ça, si un jour c'est coté, eh bien vous aurez les points. Ensuite, toujours les mêmes mots-clés. La réduction ici, donc ce n'est pas une luxation d'épaule qu'on réduit dans un box des urgences, donc c'est pas avec des radios. Ici, vous allez contrôler sous scopie, d'accord, amplificateur de brillance. Donc réduction sous contrôle scopique, mettez toujours cette phrase-là, elle vaudra toujours des points en orthopédie. Ensuite, une fois que vous avez réduit la fracture, il faut faire une contention, sinon ça risque de bouger. La contention, elle se fait par du matériel d'ostéosynthèse. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas à décider si c'est des plaques, des broches, des clous, tout ça. Les gens ne sont pas d'accord entre eux, donc ne vous mouillez pas, mettez contention par ostéosynthèse et vous aurez les points. Okay. Ensuite, une fois qu'on a fait la contention, il faut immobiliser le membre, sinon ça risque de bouger. Donc l'immobilisation, ici ce sera un appui partiel de 6 semaines, mais ça peut être un plâtre, ça peut être une attelle, ça peut être des cannes anglaises. Donc l'immobilisation, si le sujet est immobilisé, n'oubliez pas l'anticoagulation prophylactique par HBPM. Si c'est un sujet âgé, n'oubliez pas que les HBPM sont contre-indiqués si la clairance est inférieure à 30 ml par minute. Et si c'est un membre supérieur et que vous l'immobilisez, vous ne mettez pas d'anticoagulation prophylactique, bien entendu. Ensuite, il va être immobilisé, donc il va être raide, donc il y aura une rééducation par un kinésithérapeute. Et à chaque fois que vous entamez un traitement, vous le surveillez. D'accord ? Donc la surveillance en orthopédie, c'est toujours la même. C'est d'une part la douleur, la cicatrice, les drains, la durèse, le transit et ensuite la surveillance paraclinique avec la radio, la CRP, la NUM et les plaquettes pour le traitement anticoagulant. N'oubliez pas de terminer par les mesures sociales. Donc ici, on en a déjà parlé, c'est un accident de travail. Si c'est un enfant, n'oubliez pas de lui interdire le sport à l'école. Si c'est un SDF, n'oubliez pas de penser à une prise en charge sociale éventuellement. Voilà, donc c'est tout pour cette question. Ensuite, question 5. Un an après l'intervention, et alors qu'il remarchait normalement depuis 6 mois, Monsieur D se plaint de douleur inguinale droite mécanique, donc d'horaire mécanique, ça a son importance. Voilà, à l'examen, il est apyrétique. Donc douleur mécanique, apyrexie, on n'est pas sur un tableau septique a priori. Les douleurs sont provoquées en rotation forcée de hanche droite, les radiographies de la hanche sont normales. Quel diagnostic faut-il suspecter et comment le confirmez-vous ? Donc le diagnostic, c'est un diagnostic d'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale droite, d'accord, devant d'une part devant le tableau clinique et surtout l'anamnèse. On a eu une fracture Garden 4 chez un homme jeune avec un traitement conservateur. Donc le risque principal, c'est l'ostéonécrose aseptique de la tête. Donc voilà la complication. Comment on confirme ce diagnostic ? D'une part par la radio qui peut être normale au stade précoce comme c'est le cas ici, et puis petit à petit vous connaissez les différents stades d'évolution. D'abord va apparaître une zone nécrotique déminéralisée hétérogène qui est bordée par une zone de condensation au contour irrégulier, puis ensuite on va avoir l'image en coquille d'œuf, ensuite on va avoir une perte de sphéricité de la tête fémorale, et enfin à un stade tardif ça se terminera par une arthrose secondaire.
Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait la radio, on peut continuer les examens complémentaires, faire une IRM de hanche, c'est l'examen le plus sensible et le plus spécifique. On verra très bien la nécrose au stade précoce avec un liseré de démarcation à l'interface os nécrosé os sain. Le problème ici, c'est qu'on a fait une ostéosynthèse et donc il y aura du matériel d'ostéosynthèse et comme vous le savez, quand il y a du matériel d'ostéosynthèse métallique sur une IRM, on voit rien du tout, ça fait des artefacts, d'accord? Donc il fallait y penser ici. Et enfin la scintigraphie osseuse au technétium 99, marqué, c'est un examen qui est très spécifique, mais qui est très sensible, mais qui est peu spécifique. On verra une hyperfixation intense, précoce. Voilà. Donc, la question 6, votre hypothèse diagnostique est confirmée, c'est donc bien une ostéonécrose aseptique. Vous décidez de traiter médicalement Monsieur D, mais 2 ans plus tard, ses douleurs se sont aggravées, donc c'est l'évolution logique de l'ostéonécrose aseptique, et son périmètre de marche est à présent limité à 100 mètres, donc ça ressemble vraiment à une arthrose de hanche à ce stade, l'handicapant fortement dans sa vie quotidienne. Les radiographies montrent une coxarthrose droite, voilà, c'est confirmé. Quel est le stade de la pathologie présentée par Monsieur D, et quel traitement proposez-vous justifié? Donc la pathologie, c'est toujours une ostéonécrose aseptique, donc maintenant on peut donner le stade parce qu'on sait qu'il y a une arthrose. Donc le stade de l'ostéonécrose aseptique avec l'arthrose, c'est le stade 4. D'accord, n'oubliez jamais de préciser le côté, ça peut valoir un point. Donc le traitement, là on n'est plus dans le traitement médical, ça a été un échec. Le traitement de l'arthrose, ça va être le traitement chirurgical. Ok, et c'est un traitement chirurgical qui est non conservateur cette fois, on va enlever la tête du fémur et on va faire une arthroplastie de hanche par prothèse totale, d'accord? Mettez pas d'emblée prothèse, le terme c'est l'arthroplastie de hanche par prothèse totale de hanche droite. On vous demandait de justifier pourquoi on met une prothèse parce qu'il y a une nécrose de la tête fémorale et donc le traitement conservateur est impossible, la tête fémorale est morte. Ok, il n'y a aucun traitement d'efficacité prouvé. Et pourquoi on fait une prothèse totale? Parce qu'il y a de l'arthrose et donc d'une part la tête fémorale est nécrosée, mais il y a une atteinte cartilagineuse aussi au niveau du cotyle, donc sur les 2 versants articulaires, donc il faut faire une prothèse totale. On ne peut pas se contenter d'une prothèse intermédiaire. Voilà. Donc là, c'était un dossier de polytraumatisé avec 2 traumatismes, la luxation d'épaule et la fracture du col. Donc la fracture du col chez l'homme jeune, il faudra penser que si c'est une Garden 3 ou 4, c'est une des rares urgences en orthopédie parce qu'on a 6 heures pour réduire la fracture. Au-delà de ces 6 heures, on sera amené à faire un traitement non conservateur. Donc voilà un petit tableau récapitulatif. Il ne faut pas tenir compte de l'âge dans les fractures du massif trochantérien et dans les fractures cervicales. Le traitement, ce sera une réduction si déplacement et une contention par ostéosynthèse dans les fractures du massif trochantérien. Dans les fractures Garden 1 et 2, n'oubliez pas que le risque, ce serait de réduire cette fracture en tirant dessus, en mettant le patient sur une table orthopédique et en tractant le membre. Et le risque, ce serait de faire basculer la tête et donc de transformer cette Garden 1 et 2 en fracture Garden 3-4 et donc entraîner une lésion de l'artère circonflexe postérieure avec un risque d'ostéonécrose aseptique qu'on n'avait pas initialement. Donc ce qu'on fait, c'est pas de réduction, précisez-le sur vos copies et on fait une fixation en place, d'accord? Contention par ostéosynthèse en place. Voilà. Pour les cervicales 3-4, les Garden 3-4, donc on distingue les sujets jeunes et les sujets âgés. Le sujet âgé, il a une espérance de vie qui est limitée, donc on peut se permettre de lui mettre une prothèse en pensant raisonnablement qu'on n'aura pas besoin de le réopérer. Donc c'est un traitement non conservateur. Arthroplastie par prothèse, en général c'est une prothèse intermédiaire. Je ne pense pas que vous ayez à vous prononcer sur le caractère intermédiaire ou total de la prothèse. Retenez arthroplastie par prothèse, traitement non conservateur. Chez le sujet jeune, c'est un traitement conservateur, c'est donc une urgence, on l'a vu. Et enfin, chez les sujets d'âge intermédiaire, je ne pense pas qu'on vous piégera avec ça. On vous parlera de l'état général du patient, c'est l'âge physiologique qui compte. Si c'est un vieux marathonien qui est en pleine forme, qui a une espérance de vie importante, on fera un traitement conservateur. Si c'est un jeune, un homme d'un âge intermédiaire, mais qui est dans un état grabataire, à ce moment-là, eh bien, ce sera plutôt un traitement non conservateur. Voilà. Donc c'est tout pour ce dossier. Voilà les items qui étaient abordés. L'item 239 avec fracture de l'extrémité supérieure du fémur chez l'adulte et l'item 306, douleur des membres et des extrémités. Voilà.